Nous sommes en ligne avec Emmanuel Attias. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes expert dans ce qui a trait à la Turquie, peut-être plus spécifiquement à la communauté juive de Turquie. On va en parler peut-être dans la seconde partie de cet entretien. Mais avec vous, je voudrais que l'on essaye de mieux comprendre quelle mouche a piqué Tayyip Erdogan, le président turc, qui depuis le début de la guerre s'exprime de manière extrêmement virulente envers Israël. Et je rappelle cela parce que le mois d'octobre devait être le mois de la réconciliation, des retrouvailles entre Israël et la Turquie. Il devait y avoir une visite de Benjamin Netanyahou à Ankara. Peut-être il avait même été question d'une visite de Erdogan en Israël. Et bien entendu, depuis le 7 octobre, tout a été bouleversé. Et on voit un Tayyip Erdogan extrêmement virulent envers l'État d'Israël. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête du leader turc. Est-ce que c'est nous qui avons mal compris sa tentative d'approche de rapprochement avec Israël de ces derniers mois, on va dire? Alors il faut dire que la Turquie est un pays très ambivalent. Erdogan, depuis 20 ans, joue un petit peu au jeu du chat et de la souris. Donc selon les périodes, il prend le parti de l'un ou de l'autre, et il s'est fait, on peut le dire, le champion de la cause palestinienne et plus généralement de l'islam ces dernières années pour flatter toute une partie de son électorat, notamment les ultranationalistes et puis les islamistes qui le soutiennent. Au début de la guerre, il est resté plutôt prudent. C'est-à-dire que Erdogan n'a pas tout de suite pris position. C'est davantage lorsque les bombardements se sont intensifiés que Erdogan a décidé de jouer à nouveau le rôle du sultan calife, chef de la Oumma, défenseur des opprimés musulmans, un rôle qu'il affectionne tout particulièrement et dont il n'hésite pas à revêtir la cape, sitôt que les yeux ne se tournent plus vers la Turquie. Donc, comme certains de ses soutiens, effectivement, s'étaient un petit peu désolidarisés et ne comprenaient pas pourquoi il ne prenait pas position de suite en faveur de Gaza, il a retourné sa veste et a accepté de renoncer à ce rapprochement avec Israël qui, effectivement, avait été entamé ces derniers mois après de longues périodes difficiles au cours de la décennie précédente. Alors, on va revenir sur... Est-ce que c'est d'abord, finalement, dans la logique des choses, le Tayyip Erdogan, c'est on va dire, réincarnation avec son parti des frères musulmans. Il est dans la lignée des frères musulmans et ça, c'est logique d'une certaine manière qu'il soutienne le Hamas. Ce qui peut être un petit peu plus étonnant, c'est qu'il le soutient même après les exactions du Hamas. Alors effectivement, c'est bien de rappeler que Tayyip Erdogan et l'AKP plus généralement est une émanation du frérisme, donc des frères musulmans. Rappelons également à cette occasion qu'il a accueilli un certain nombre de membres, de dignitaires du Hamas pendant plusieurs années en Turquie. Et puis, au moment de la réconciliation, il y a quelques mois, il a senti qu'il était peut-être nécessaire de renvoyer certains de ses dignitaires ou de leur faire comprendre qu'ils n'étaient plus nécessairement les bienvenus. Donc, il est toujours dans cette ambivalence. Il y a deux visages à cette Turquie, et on l'a vu le 29 octobre dernier, là il y a quelques jours, à l'occasion des commémorations du 100e anniversaire de la naissance de la République turque, puisque c'était éventuellement le moment de rappeler les acquis de cette République qui se voulait le défenseur de la féminité. En 1923, des droits avaient été concédés aux femmes, des droits avaient été concédés aux minorités, la République avait été déclarée multiethnique, l'islam avait été renvoyé dans la sphère privée. On peut même dire que l'islam avait été encadré par l'État de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'islam national comme à l'époque de l'Empire ottoman. Donc c'était la fin de la Dima, il n'y avait plus de population considérée comme minoritaire ou opprimée, c'était une Turquie ouverte, moderne, et donc c'était l'occasion, là il y a quelques jours, de célébrer cet événement, ce 100e anniversaire, en grande pompe, de rappeler justement tout le travail qui avait été réalisé par le père fondateur Mustafa Kemal
Atatürk, hein, donc Atatürk, c'était le nom qui lui avait été donné en 1934, le père de la Turquie, et on a vu tout le contraire, c'est-à-dire une célébration de l'ultranationalisme, et on sait ce que ça veut dire en Turquie, hein, c'est-à-dire est turc celui qui est né turc d'une famille turque, donc le caractère ethnique, je dirais même racial, et puis des centaines, des milliers de drapeaux à la fois turcs, et puis de manière assez étonnante, dans un pays aussi nationaliste, des milliers de drapeaux palestiniens. C'est-à-dire que là, il y a une réunion de la cause et qui va dans le sens eh bien d'une volonté de réencadrer la Oumma, c'est-à-dire la communauté turque à l'échelle internationale, voire mondiale. Alors justement, à l'échelle internationale et voire mondiale, là, on comprend que le positionnement de Tayyip Erdogan dans le conflit actuel va de facto sceller le divorce avec tout rapprochement possible avec l'Occident. On voit que lorsqu'il se positionne aux côtés de la cause palestinienne, du Hamas en particulier, eh bien, il s'obstrue tout rapprochement possible avec, par exemple, les États-Unis d'un côté, avec l'Europe de l'autre, et il choisit, on va dire, l'axe du mal, c'est-à-dire l'axe de Téhéran, l'axe de la Russie, peut-être même l'axe de la Chine. Alors là, effectivement, les mots ont été d'une violence extrême. Ça a été très très mal perçu par l'Union européenne et les États-Unis, qui, en tant qu'Occident, ont été directement stigmatisés, puisque dans les termes de Tayyip Erdogan, il a été effectivement prononcé le 29 octobre, donc il y a quelques jours, que l'Occident était responsable des massacres à Gaza, que l'Occident était coupable autant que Israël. Et en réalité, on a l'impression que Erdogan ne considère pas Israël comme un État adulte, mais comme un enfant sous tutelle de l'Occident, et que l'Occident s'en servirait comme d'un pantin pour opprimer les masses musulmanes. C'est-à-dire qu'il y a une forme de paranoïa, d'obsession chez Erdogan et chez une grande majorité de Turcs qui le soutiennent, l'idée selon laquelle eh bien, l'Occident en voudrait à l'islam, et Erdogan a reparlé d'une possible croisade entre le croissant et la croix, et a demandé à l'Occident si c'est vraiment ce que le monde démocratique attendait. Donc là, eh bien, on a un état de l'OTAN, puisque rappelons-le, c'est une plaque tournante de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est quand même sous la direction des États-Unis, qui se désolidarise totalement de ses alliés, et qui effectivement, comme vous l'avez précisé, se met dans, si on peut le qualifier ainsi, l'axe du mal aux côtés des pays que nous dévisons généralement et avec lesquels nous avons beaucoup de problèmes ces dernières années. Alors, pour revenir à la relation avec Israël en particulier, ces derniers mois, ces 2 dernières années, on peut dire depuis l'arrivée, on va dire, du gouvernement Bennett-Lapid à l'époque, on a vu ce rapprochement et on l'a justifié par la volonté de la Turquie de se rapprocher sur le plan énergétique avec l'État d'Israël, au travers de ce fameux gazoduc qui aurait dû passer par la Turquie et acheminer du gaz israélien vers le sud de l'Europe au moins. Il y renonce sciemment, Tayyip Erdogan, à cette option? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y renonce. On a l'impression que Erdogan joue sur les circonstances géopolitiques du moment. Et il l'a toujours fait. Ça fait 20 ans que les relations entre Israël et la Turquie sont en dents de scie. Et on a d'un côté celui qui pardonne systématiquement et qui essaye de renouer, qui fait des efforts, c'est Israël. Et systématiquement, la Turquie qui vient retitiller et qui n'est pas fiable. Parce que, eh bien, au cours des 10 dernières années, alors surtout depuis l'épisode du Mavi Marmara, mais ensuite également lors du déclenchement de la première guerre à Gaza en 2014, et puis lors de d'autres événements encore en 2018, chaque fois les relations se sont endommagées. Il y a eu le rappel des ambassadeurs réciproques. Là, rappelons que ce week-end, Israël a demandé à ses représentants diplomatiques de quitter Ankara et Istanbul après les déclarations du Reis, mais aussi après eh bien, des jets de pierre et des tentatives d'intrusion dans les représentations israéliennes localisées dans les 2 capitales, l'une historique et puis l'autre actuelle, hein, donc Istanbul et Ankara, avec une défense très 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 limitée de la part des institutions
qui ne semble pas particulièrement préoccupé au fait qu'on s'attaque à des ambassades. Alors, une dernière question, Emmanuel. Elle se rapporte à ce qui est en fait votre domaine de prédilection concernant la Turquie, c'est la communauté juive. On parle beaucoup, on le voit, il y a de multiples expressions d'antisémitisme, de résurgence de l'antisémitisme en Europe et même en Asie, on l'a vu avec le Daghestan. La question que je vous pose, est-ce que autour de ce positionnement radical de Tayyip Erdogan en faveur du Hamas, est-ce qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme dans la communauté juive, en particulier à Istanbul, puisque c'est là qu'elle est concentrée, cette communauté juive essentiellement. Est-ce que les juifs turcs craignent aujourd'hui pour leur sécurité ? Alors, il est très difficile de savoir ce que les juifs turcs pensent, puisque ça fait un certain nombre d'années, et surtout depuis 2016, avec le durcissement du régime et l'arrestation de plus de 100 000 personnes, dont de très très nombreux fonctionnaires, les juifs turcs ne s'expriment plus. Moi, je m'en aperçois vraiment sur les réseaux sociaux, lorsqu'on les tague, lorsqu'on les interroge, même lorsqu'on les questionne au téléphone, ils ont l'impression d'être épiés, et donc il est difficile de pouvoir se prononcer. Mais vraisemblablement, la crainte est évidente. Sinon, eh bien, tous ces gens oseraient prendre la parole, dénoncer les agissements d'Erdogan, et les actes antisémites ressemblent de plus en plus à ce qu'a connu l'Allemagne dans les années 30. Je vous donne 2-3 exemples de ces derniers jours. Une affiche qui a été prise en photo et qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, indiquant que l'entrée était interdite aux Juifs sur une librairie à Istanbul. Une synagogue d'Izmir qui a été vandalisée, et puis de très nombreuses agressions de juifs dans la rue, je vous ai dit, des attaques sur les ambassades d'Israël, beaucoup d'insultes publiques également lors des manifestations, où on peut entendre mort aux juifs. Alors vous me direz, c'est pas très différent de ce qui a été également entendu malheureusement dans les manifestations en France et aux États-Unis. Mais disons qu'en Turquie, on a un pays à très forte majorité musulmane, 99%, dont plus de 50% soutiennent encore l'AKP, c'est-à-dire les ultranationalistes et les ultra-islamistes. Donc je pense que la situation des 14-15 000 derniers juifs de Turquie aujourd'hui, effectivement, est particulièrement dangereuse, et que c'est une situation qui s'aggrave avec le temps. Eh bien, Emmanuel Attias, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions autour donc de ce positionnement radicalement anti-israélien de Tayyip Erdogan, le président turc. Merci de nous avoir éclairé sur ce dossier. On vous souhaite une bonne journée et de meilleurs instants, on va dire, pour le Ham Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.